On termine cette édition du Bulletin avec un coup de chapeau qu'on décerne à un jeune qui a eu l'idée, avec un de ses amis, de développer une application mobile pour mettre en relation des organismes à la recherche de bénévoles avec des gens qui souhaitent s'impliquer dans la société. Deux jeunes ont développé une plateforme qui fait le pont entre des organismes à la recherche de bénévoles et des jeunes qui veulent donner de leur temps. Pour souligner cette belle initiative, on décerne notre coup de chapeau à l'un des deux créateurs, François Dequerette. Monsieur Dequerette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Dans un premier temps, comment s'appelle cette nouvelle plateforme? Alors, elle s'appelle simplic.org, que ça s'écrit simplyk.org. Donc, simplic.org, en un seul mot. Voilà, ça. donc, qui est disponible sur une plateforme avant tout web, c'est bien ça? Exactement, c'est une plateforme web, mais qui marche sur cellulaire intelligent. Donc voilà, on peut le consulter sur tablette, sur cellulaire, etc. Ça marche vraiment sur toute plateforme, en fait, il n'y a pas de problème. Bien, parlez-nous concrètement, à quoi ressemble cette plateforme-là? À qui elle s'adresse dans un premier temps? Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour le coup de chapeau aussi. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Elle s'adresse donc à quoi elle ressemble? C'est vraiment une plateforme où les gens qui veulent donner de leur temps, qui veulent s'impliquer, vont voir où est-ce qu'ils peuvent aider à côté de chez eux en fonction de leur disponibilité et de la cause qui leur tient vraiment le plus à cœur. On a vraiment fait ça de la manière la plus intuitive possible pour que les gens qui veulent aider se découragent pas et puissent vraiment aider et donner de leur temps le plus facilement possible. Donc, d'éviter ce qu'on voit, puis c'est un service qui est merveilleux sur d'autres sites Internet où il y a vraiment un répertoire de toutes les offres de bénévolat, plutôt que de devoir les passer l'une après l'autre. En allant sur votre site, on est en mesure d'indiquer, j'imagine, nos intérêts. Exactement. Vous pouvez chercher par intérêt et disponibilité et surtout en fonction de votre position. Et en fonction de la proximité, par exemple, de notre domicile ou de notre lieu d'études ou de travail. Exactement. Donc, ça nous permet d'être en contact avec des organismes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de bénévoles. Et donc, ça s'adresse, j'imagine, aussi aux organismes qui veulent recruter des bénévoles. Oui, tout à fait. Ça s'adresse. Donc, les organismes vont, grâce à nous, pouvoir trouver plus facilement des bénévoles, que ce soit pour des événements très ponctuels, comme des levées de fonds, ou des événements plus long terme, où ils ont besoin d'une aide plus sur la durée. Donc, une implication qui serait plus récurrente. Oui, c'est ça. OK. Actuellement, il y a combien d'abonnés ou d'utilisateurs sur la plateforme, autant du côté des organismes que des gens qui veulent être bénévoles? Oui. Côté organisme, il y a plus de 200 organismes qui posent des opportunités de bénévolat. Et côté bénévole, il y en a plus de 1500 qui se sont inscrits et qui participent à des activités. Parmi eux, vous demandiez à qui ça s'adresse. Il y a aussi, il y a vraiment beaucoup de jeunes du secondaire, en fait. Des écoles secondaires, pour qui c'est encore plus un besoin de trouver des organismes qui ont besoin d'aide parce qu'ils connaissent moins bien. Et en fait, et c'est aussi une façon de découvrir différents milieux de travail ça aide au choix de carrière. Oui, exactement. Okay. Ça les aide aussi à découvrir des causes et à se sensibiliser à des causes dont ils n'avaient pas forcément conscience, à des situations qu'ils ne connaissaient pas forcément, en fait. Donc, une belle façon de réseauter des organismes et des gens qui ont envie de donner du temps pour ces organismes-là. D'où vous est venue l'idée de lancer une plateforme comme celle-là? Alors, l'idée, elle était très personnelle à l'origine. C'est moi-même, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai voulu donner de mon temps et aider. Et j'ai trouvé que c'était pas toujours facile avec mon emploi du temps. Il faut être chargé de trouver l'organisme que j'allais pouvoir aider le mieux, en fait, qui allait bien me correspondre. Je me suis dit que c'était vraiment un gâchis, qu'il y avait sûrement beaucoup de gens comme moi qui voulaient donner de leur temps, mais qui n'étaient pas vraiment aidés. Et c'est de là qu'est parti le projet. Vous êtes un des co-créateurs, donc il y a une autre personne qui travaille avec vous. Quelle est cette personne? Cette personne, c'est Thibaut Jorou, qui mérite autant le coup de chapeau que moi, et qui est plutôt du côté technique vraiment de la plateforme web. Jusqu'où aimeriez-vous amener cette plateforme-là? Parce que pour l'instant, c'est uniquement à Montréal. Oui. Mais c'est un modèle qui est exportable. Exactement. On aimerait, dans le futur, la faire évoluer sur deux côtés. C'est sûr, géographiquement, que ce soit disponible à travers tout le Canada, et aussi en qualité, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que la plateforme soit de mieux en mieux pour que les gens puissent vraiment donner de leur temps
et utiliser au mieux leurs compétences pour des organismes qui leur correspondent et qui ont besoin de cette expertise précisément. Voilà. Ben, c'est un très beau projet, une très belle initiative. On vous souhaite le plus grand des succès pour votre plateforme simplic.org. L'adresse, d'ailleurs, apparaît au bas de l'écran. François de Quérette, vous êtes donc un des 2 co-créateurs de ce site simplic.org. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous décerne, à vous et à votre collègue aussi, notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Les 8 et 9 avril prochains, l'organisme Escale Improbable proposera des ateliers pour les enfants et les parents intitulés Danza en Familia. Pour nous parler de ces ateliers, nous recevons la directrice générale et artistique des Escales Improbables, Sylvie Testé. Madame Testé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Donc, ces ateliers Danza en Familia ont été conçus par un artiste espagnol et donc c'est ce concept-là que vous reprenez en quelque sorte ici à Montréal. Qui est cet artiste et quel est son parcours de cet artiste espagnol? Alors, il est argentin, en fait. Argentin, d'accord. Il est argentin, mais qui s'est expatrié en Espagne il y a très longtemps à cause de la dictature en Argentine à une époque. Et donc, son parcours, c'est un artiste qui vient du théâtre, qui a fait beaucoup de pantomime, qui a travaillé très tôt sur les questions de la relation entre l'art et le jeu. Et donc, on en arrive à Danza en Familia parce que c'est le propos de ce projet. Et puis, entre-temps, Juan Eduardo Lopez, l'artiste qui a conçu ce projet, a également été concepteur de beaucoup d'événements artistiques à Barcelone, a créé des festivals, a créé toutes sortes d'événements qui proposaient des expositions à la fois dans les arts visuels, mais aussi dans les arts de la scène. Donc c'est un acteur artistique et culturel important de Barcelone. Dont vous importez en quelque sorte le concept ici à Montréal. À quoi ressemble un atelier de Danza en Familia et quels en sont ses objectifs aussi? Alors les objectifs, en fait, il n'y a pas de gagnant ni de perdant, donc il n'y a peut-être pas d'objectif. Okay. Non, mais il y a certainement un bienfait que ça peut amener aux gens qui participent. Oui. En fait, c'est vraiment un lieu de liberté, dans le sens où les mises en situation de jeu qui sont proposées par les artistes, il n'y a aucune obligation. Donc, les participants ne sont pas là pour apprendre une chorégraphie, pour dire qu'à la fin des 2 heures de session, ils vont être capables de danser une chorégraphie. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Donc au fur et à mesure de ces 2 heures, il y a une succession de mises en situation, des sortes de jeux de rôle qui sont proposés donc par les artistes, chaque artiste invité. Donc là, par exemple, cette année, on fait 3 sessions. Et sur chacune de ces sessions, c'est un artiste différent. Donc Louise Bédard, Estelle Clarton et Jacques Poulain-Denis. Donc 3 chorégraphes différents qui vont animer chacune des 3 séances. Voilà, et chacun de ces artistes, en fait, est invité à inventer des jeux, à inventer des mises en situation de jeux. Et donc les participants sont amenés eux-mêmes à un moment donné à s'approprier cette proposition de jeu qui est faite par l'artiste, et ensuite ça donne une collaboration, une participation très collective. L'objectif, pour répondre à votre question, c'est aussi de créer des liens différents entre les enfants et les adultes. Des mises en relation différentes que nous n'avons pas forcément entre les enfants et les adultes dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Alors, ces ateliers s'adressent aux enfants, entre 4 et 12 ans principalement, et aux adultes de leur famille. Donc, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes. Donc, c'est vraiment la famille élargie. Donc, on s'aperçoit au fur et à mesure, puisque nous l'avons déjà réalisé l'année dernière, donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues l'année dernière qui se sont réinscrites cette année. Okay. Donc on pense que certainement... il y a visiblement des gens qui ont apprécié. Visiblement, ça atteint des objectifs pour eux. Et donc, c'est des ateliers qui seront donnés à l'Agora de la danse, qui est maintenant situé dans l'espace danse Wilder, dans le fond, sur les rives, si on peut dire ça comme ça, de la place des festivals. C'est une belle formule. Voilà. Et est-ce que, dans le fond, c'est un nouvel espace qui est consacré aux arts de la danse? C'est un bel espace qui est adapté pour la présentation
de vos ateliers. C'est magnifique et donc, comme vous dites, ça vient d'être ouvert, ça a été inauguré il y a un mois avec un premier spectacle. Et donc, en plus, cette année, ça va donner l'occasion donc à toutes les personnes qui s'inscrivent pour y participer d'utiliser ces équipements tout neufs qui sont absolument magnifiques. Donc, c'est une chance aussi de pouvoir les utiliser de l'intérieur. Et de visiter ce grand complexe-là qui est consacré à la danse, où on retrouve entre autres les grands ballets de Montréal qui sont installés. Tangente, il y a des écoles, Tangente voilà, aussi. l'ADMI, oui. Voilà, qui sont présents dans cet édifice. Est-ce qu'il reste encore de la place pour s'inscrire pour les ateliers des 8 et 9 avril? Il reste encore de la place, donc il y en a 3 en tout. Il y en a un le samedi, 2 le dimanche, le matin, l'après-midi. Les gens peuvent venir pour un ou pour faire 2 ou pour en faire 3, parce qu'évidemment, chacun est différent. Et il reste encore quelques places, mais voilà, ne tardez pas parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscriptions Il faut s'inscrire rapidement. Est-ce qu'il y a un coût pour ces ateliers? C'est 5 $, donc c'est très abordable. Je veux dire aussi qu'il y a une conférence-rencontre le vendredi 7 avec Juan Eduardo Lopez, qui est ouverte, là, qui est gratuite et qui est ouverte à tous, même ceux qui ne viennent pas faire les sessions et les ateliers. Donc, une occasion de rencontrer ce créateur espagnol d'origine argentine. C'est ça. Qui vient parler et qui va aussi montrer ce projet-là à travers le monde parce qu'il a fait des documentaires dans différents pays, puisqu'il le fait depuis une dizaine d'années dans de nombreux pays. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe ailleurs avec ce projet-là. Voilà. Et vous avez des partenaires pour organiser ces Oui, bien activités. sûr, c'est important. En effet, donc l'Agora de la danse qui est partenaire. Il y a également l'Association des familles du Centre-Sud qui était déjà partenaire l'année dernière. Et puis l'année dernière, donc, on l'avait fait en partenariat avec la Maison de la Culture Frontenac, juste à côté d'ici. Oui, juste à côté de nos studios. Voilà. Et puis, il y a également l'ambassade d'Espagne qui est également partenaire pour la venue de cet artiste. Donc, 3 ateliers à suivre et une soirée conférence avec le créateur de ce programme-là qui aura lieu la veille, le vendredi 7 avril. Pour plus d'infos, c'est le Escale Improbable, Escale au pluriel, improbable aussi, .com. Sylvie Teste, vous êtes la directrice artistique et générale des Escales Improbables. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et un très bon succès. Merci beaucoup. Devenez fan du bulletin et ayez accès à des séquences exclusives en visitant notre page Facebook, facebook.com/le bulletin TCF. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition du bulletin. Jason Paré à la recherche, Guillaume G. Pilote aux caméras et Laërcio Bastos à la réalisation. Alors au nom de l'équipe, ici Louis-Martin McArdle. Merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.